re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve, on va faire le bilan du mois d'avril. Et il y a des choses à dire parce que j'ai beaucoup lu. Cependant, je vous avais fait un update lecture sur mes 6 premières lectures. Donc sur celle-ci, je passerai ultra vite. Je vous mets la vidéo juste ici si jamais vous voulez un avis détaillé. Et je me concentrerai sur les 8 autres lectures que j'ai faites. En termes de chiffres, on n'est pas trop mal, puisque j'ai lu 15 livres ce mois-ci avec 5560 pages. Moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait. Vraiment, je ne comprends pas. Voilà. Je suis toujours aussi abasourdie sur le nombre de pages que j'ai cette année. Je sais pas si c'est que j'arrive à mieux me dégager du temps ou lire avec plus de concentration, je sais pas, mais en tout cas en ce moment c'est assez incroyable. J'ai également écouté quasiment 20 heures d'audiobook. Donc au niveau des audiobooks, on est bon. Ça a été quasiment en fait ces 20 heures une non-fiction, donc on n'est pas trop mal. J'ai eu plusieurs lectures en anglais, donc aussi on est pas mal du tout. Des débuts de série, alors là ça coince un petit peu. Quelques suites de séries. Dans l'ensemble, au niveau de mes goals par rapport à l'année 2022, on n'est pas trop mal. Voilà, on n'est pas trop mal. On va passer aux livres et à ce que j'en pense. Donc je vais vous présenter très rapidement ce que j'ai déjà lu et que j'ai déjà chroniqué dans ma précédente vidéo. Il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat, un cosy mystery que j'ai adoré, ultra gourmand, ultra prenant avec une enquête bien ficelée que je recommande. J'avais également lu Walter Kurtz était à pied de Emmanuel Bro au livre de poche. C'était la lecture du prix des lecteurs imaginaire du mois d'avril et clairement je vais pas vous en parler plus parce que j'ai pas du tout aimé cette lecture. Ensuite j'avais lu aussi The Bone Season, le tome 3, Le chant se lève, écrit par Samantha Shannon et publié chez De Saxus. Ça avait été une excellente lecture et je trouve que cette saga se bonifie vraiment de tome en tome. Niveau Cozy Mystery, j'avais également lu Bretzel et beurre salé, le tome 2, une pilule difficile à avaler par Margot et Jean Lemoal, publié chez Calman Levy. C'était une lecture sympathique, un peu doudou, mais pas à la hauteur du premier tome selon moi. J'avais lu le magnifique Daughter of the Moon Goddess de Sulin Tan, ma version Fairy Loot. Ça avait été une très belle lecture pleine de magie, de douceur et voilà, de poésie. Ça avait été une très bonne lecture. Et enfin, dans les titres que je vous avais déjà présentés, j'avais également lu These Violent Delights de Chloé Gong. Donc moi c'était la version All Crate et ça avait été une très belle lecture, une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 20, sous fond de guerre des gangs avec un mystérieux mal magique qui se répand très rapidement sur tous les habitants, qu'importe leur appartenance au gang ou non. Franchement ça avait été une super lecture, c'est une duologie et je vais bientôt lire la suite. Pas en mai parce que j'ai déjà plus de place, mais début juin. Avec Caro, on a décidé qu'il fallait qu'on lise la suite et ça avait été une très bonne lecture. On va passer maintenant du coup aux lectures dont je ne vous ai encore pas parlé. Et on va dire qu'il y a du très bon et il y a du un peu moins bon, mais il n'y a pas de mauvais. Voilà, donc c'est plutôt positif cette fin de mois. Il y en a juste un qui est vraiment bof. Le seul qui était vraiment bof, c'était mon audiobook et c'était The Empire of Pain. Je me rappelle déjà plus le nom de l'auteur, mais je vous le mettrai comme d'habitude quelque part. C'était un audiobook sur tout ce qui a été la crise des opiacés aux États-Unis. Qui a notamment inspiré la série Dopsic qui est sur Disney+, hein, si jamais ça vous intéresse, avec l'introduction de l'oxycodone sur le marché, cette drogue qui est très forte et qui est même plus forte que la morphine, mais que les médecins distribuaient comme des gélules et qui causera de nombreuses morts, de nombreuses addictions, de nombreuses personnes en fait, notamment des sportifs qui vont tomber dans la drogue et qui après l'oxycodone vont passer à l'héroïne, à d'autres drogues dures et tout le scandale qui a éclaté autour de ça, notamment de la famille Sackler qui est la famille qui a l'origine de l'introduction de cette drogue sur le marché. Je suis un peu mitigée sur cette écoute parce que à la fois c'était vraiment passionnant et c'était vraiment un sujet qui était très sensible mais à la fois très bien raconté. On sentait que l'auteur avait vraiment fait son taf hein, et il avait fait un travail journalistique vraiment incroyable. Mais le problème c'est que 18 heures d'écoute sur le même sujet, au bout d'un moment c'est un peu long. Et je trouve qu'il y a certains passages qui
apporter un petit plus, mais qui clairement n'était pas nécessaire, tout simplement au sujet. Parler pendant 1 heure du fait que le petit Arthur Sackler vendait des allumettes quand il était petit, ça peut se résumer plus vite, on va dire. Voilà, plein de choses comme ça qui font qu'au début j'étais très enjouée à mon écoute en fait, et puis surtout par contre c'est vraiment intéressant et c'est vraiment très bien réalisé, mais au bout de 18 heures, voilà, on a envie de passer un petit peu à autre chose, c'est un peu long. Ce qui fait que voilà, pour moi cette écoute elle a été un petit peu en demi-teinte parce que à la fois c'était intéressant, c'était bien documenté et surtout bah voilà, c'est un sujet sociétal quand même, hein. Nous on a eu un peu moins en France ces histoires là parce qu'on a des règles un peu plus strictes au niveau de la santé, mais c'est vrai que ça a été vraiment un scandale aux États-Unis. Donc voilà, c'était une bonne écoute, mais c'était un peu long. Voilà, c'était un peu long, on va pas se mentir. 3 heures en moins ça aurait été parfait. Ensuite, au niveau de mes lectures un peu mitigées, je voudrais vous parler des Étranges Sœurs de Serena Valentino, donc dans la saga des vilains. Je vous en ai beaucoup parlé en ce moment, j'essaye de les lire parce que j'aimerais bien passer à un autre type de lecture Disney. Et dans celui-ci, on ne retrouve pas comme d'habitude l'histoire d'un méchant qu'on connaît, mais on va suivre la conclusion et l'explication. Et encore conclusion parce qu'il y en a un autre qui vient après et qui est dans le même monde, on va dire. Donc je sais pas si on peut vraiment dire conclusion, mais l'explication des 3 étranges sœurs qui sont des personnages qui sont rajoutés dans toutes les histoires des vilains précédentes et qui n'existent pas, qu'on ne connaît pas, et qui nous expliquent comment ces étranges sœurs, ces sorcières, s'entremêlent vraiment dans toute l'histoire de nos vilains préférés. Et donc du coup ce tome là est vraiment focalisé là-dessus, et pour être très honnête, un tome entier dessus c'était peut-être pas nécessaire parce que voilà, j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous et un peu tiré par les cheveux. Voilà, je trouvais que avant c'était bien qu'on les ait, voilà, un petit peu parmi nous, mais en même temps qu'elles ne prennent pas le dessus sur l'histoire, mais là c'est une histoire qui leur est entièrement consacrée. Et je trouvais que voilà, il y avait des choses qui ont été, enfin des choix en tout cas scénaristiques qui ont été faits, qui pour moi sont un petit peu trop extrapolants, et voilà, ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été enfin, en gros ça n'a pas été mon tome préféré, on va pas se mentir. C'était pas une mauvaise lecture, en toute façon les Disney c'est jamais non plus les chefs-d'œuvre, hein, on va pas se mentir, c'est jamais le livre de l'année, mais c'est une petite lecture de 200 pages écrit très gros qui se lit quasiment en voilà, une fois. Voilà, c'est très rapide, c'est sympa, voilà, ça distrait, ça divertit. Mais autant les autres, je trouvais ça cool de pouvoir vraiment farfouiller dans le passé de nos vilains préférés parce qu'on est attaché à ces vilains, autant là pour moi ça avait pas trop d'intérêt, donc au moins leur histoire est conclue à peu près dans ce livre. Mais voilà, ça n'a pas été mon livre préféré du mois, mais c'était pas mauvais non plus. Ensuite, dans les livres en demi-teinte, j'ai également L'ombre de la baleine de Camille Agrèbe, publié au livre de poche mais en grand format chez Calman Levy. C'est le 3e tome de sa série sur les enquêteurs qu'on connaît, qui travaillent à peu près tous ensemble. Et là dans ce livre on va suivre donc Manfred, qui est un enquêteur qu'on avait découvert dans le tome précédent, qui malheureusement vit une tragédie, c'est-à-dire que sa petite fille est tombée de la terrasse et elle est dans le coma et il ne sait pas si elle va un jour se réveiller. Donc il est vraiment tourmenté, hein, Manfred. Et en même temps on va suivre un jeune homme qui va aller travailler pour une famille où le garçon qui a à peu près son âge est totalement handicapé et surtout, enfin, il ne parle plus, il ne bouge plus, il est relié par sonde et sa mère cherche un accompagnateur. Et au final, les deux histoires vont se mêler, l'intrigue policière va voilà, prendre racine dans l'histoire secondaire que l'on suit à côté donc, de l'histoire du policier. Et si je dis en demi-teinte, c'est parce que bien que j'adore la plume de Camille Agrèbe, que pour moi un cri sur la glace, il est indétrônable. C'est vraiment le meilleur que j'ai lu d'elle pour le moment sur les 3. Et même si sa plume est belle et accrocheuse et voilà, on a envie de tourner les pages, la moitié de ce livre était longue. C'était très long et j'ai vraiment eu du mal à démarrer
ce roman et démarrer surtout l'intérêt que je portais à cette enquête. Et par contre, la fin, comme toujours avec Camille Grève, hein, mais la fin était haletante, elle était vraiment, c'était du suspense, à l'état pur, on avait trop envie de savoir comment ça allait se terminer parce que juste avant que ça devienne vraiment intéressant, on comprend ce qui se passe et là, ça devient intéressant. Mais voilà, je pense quand même que le début aurait pu être un peu épuré et qu'il n'avait pas besoin d'autant de choses et que c'était un peu longuet quoi. Mais voilà, la fin a rattrapé le roman. Mais c'est pour ça que je dirais pas que c'était une super lecture parce que je me suis quand même ennuyée la moitié du livre, on va pas se mentir. Bon, ça reste quand même un thriller efficace. Il paraît que l'Archipel des larmes, qui est le 4e, est vraiment très très bon, donc j'ai hâte de le lire parce que j'ai envie de retrouver ce truc que j'ai eu avec Un cri sous la glace, où vraiment de A à Z je suis embarquée, je suis dedans et j'arrive pas à sortir de mon livre et ça j'aimerais vraiment le retrouver parce que je sais qu'elle en est capable donc j'espère que le tome suivant sera à la hauteur. Ensuite dans une demi-teinte, mais vous allez comprendre c'est pas vraiment une demi-teinte, c'est juste que par rapport à ce qu'il fait d'habitude c'était un peu moins bien, il s'agit de Code 612 qui a tué le petit prince de Michel Bussy, publié aux Presses de la Cité. Je vous dis demi-teinte, mais en fait c'est juste que j'ai tellement de coups de cœur avec les livres de Michel Bussy que celui-ci n'en a pas été un. Et du coup forcément j'ai l'impression que c'est un peu bof, alors qu'en fait j'ai passé un très bon moment avec ce livre, mais juste j'ai pas passé un aussi bon moment qu'avec les autres livres. C'est pour ça que voilà, c'est pas une super extrêmement bonne lecture, mais ça reste une très bonne lecture quand même, c'était vraiment sympa. Je l'ai lu en très peu de temps, hein, en un jour. En même temps, il est écrit, je sais pas si vous voyez, mais c'est très aéré et surtout c'est un tout petit format, ça fait la taille de ma main, ce qui fait que ça se lit vraiment très vite, hein. Il y a 200 pages, c'est très aéré. Et dans cette histoire, on va suivre deux enquêteurs qui partent sur les routes pour découvrir qui a tué le petit prince, qui a réellement tué le petit prince dans le conte de Saint-Exupéry, pour pouvoir essayer de faire un parallèle avec la mort de Saint-Exupéry qui est toujours mystérieuse car il aurait peut-être disparu, il aurait peut-être été abattu par un chasseur allemand mais au final on n'a jamais retrouvé le corps, du coup on ne sait pas exactement avec certitude ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à Saint-Exupéry et du coup les deux enquêteurs vont partir à la recherche et visiter les membres du club 612 qui sont 6 personnes qui sont passionnées du petit prince, qui savent tout et qui ont des théories sur ce qui aurait pu arriver à Saint-Exupéry et au Petit Prince. C'était quand même sympa, je veux dire, c'était prenant, les personnages étaient hauts en couleur, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il y ait vraiment des personnages très marqués sur les membres du club pour qu'on ait vraiment des ambiances totalement différentes à chaque fois qu'on partait d'un endroit à un autre. Tous les parallèles avec le conte aussi étaient vraiment mignons. C'était bien fait, je pense que Michel Bussy a vraiment beaucoup fait du travail de recherche pour écrire ce livre. Je pense qu'il aime beaucoup le Petit Prince pour avoir fait ce roman, mais on sent que voilà, c'est pas juste il a eu une idée et hop il a écrit dessus. Non non, il a vraiment quand même fait un travail journalistique assez intéressant sur ce livre et je pense que voilà, pour un livre lambda écrit par un autre auteur, j'aurais été là, oh, c'était vraiment sympa, c'était une très bonne lecture. Mais Michel, vous m'avez habitué à tellement mieux que du coup, bah forcément quand c'est bien mais que c'est pas exceptionnel, et ben je suis un peu déçue. Voilà, mais parce que vous faites des choses si bien que ben voilà, des fois je suis déçue. Mais c'est pas grave, hein. En plus ça c'est vraiment une espèce de presque une novella, voilà, c'est pas un roman à part entière. Enfin si évidemment c'est un roman, mais je veux dire c'est pas comme c'est un peu moins gros, c'est enfin, voilà, c'est un objet un peu à part. Je dirais que c'est un livre un peu à part, mais c'était quand même une belle lecture, on va pas se mentir. Juste pas ma préférée de Michel Bussy, mais c'était quand même très sympa. Ensuite, j'ai fait une semaine intégralement consacrée aux écrits de Victoria Schwab, car je vous l'avais dit en long, en large et en travers, La vie invisible d'Adi Larue, ça a été un coup de cœur immense pour moi. Et du coup j'avais envie de découvrir le reste de ses travaux, sachant que j'avais juste lu le tome 1 de Cassidy Blake, qui est donc sa série jeunesse. Donc j'avais décidé de me faire une semaine entière sur Vige, où j'ai lu 3 livres donc de cette autrice. J'avais commencé un vlog et
patatras, les soucis sont arrivés, ma caméra marchait pas très bien, ensuite elle s'est cassée, j'ai dû en racheter une, enfin voilà, ça a été l'enfer. Et plutôt que de faire un vlog totalement décousu qui partait dans tous les sens avec des qualités dégueu, bah je voulais pas sortir. Voilà, donc malheureusement vous n'aurez pas mes réactions sur... à chaud on va dire sur les livres que j'ai lus, mais je vais quand même vous les présenter dans l'ordre que j'ai le moins aimé à le mieux aimé. Donc celui que j'ai le moins aimé, mais j'ai quand même adoré cette lecture, il s'agit du tome 2 de Cassidy Blake, Plongée dans les catacombes, donc publié chez Lumen, et c'est la suite de l'histoire de cette petite fille, ou c'est un jeunesse, qui peut voir les fantômes et qui peut surtout traverser le voile pour pouvoir aller dans le monde des fantômes tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que ses parents sont chasseurs de fantômes, mais vous savez, les chasseurs de fantômes qu'on voit à la télé, qui sont là avec tous leurs instruments, et c'est très drôle parce qu'elle le tourne vachement en dérision, alors que elle voit vraiment les fantômes. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Et là donc on est à Paris, hein, comme je disais, les catacombes, et on va suivre les aventures de Cassidy et de son meilleur ami le fantôme Jacob. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un tome assez cool parce que à la fois il reprend le code de Cassidy Blake, donc voilà, le fantôme un peu méchant qu'il faut aider à passer de l'autre côté, blablabla. Mais en même temps, on avance vraiment dans l'histoire. Parce qu'à la fois, on a des précisions sur ce qui s'est passé par rapport à Jacob, ce qui lui est arrivé, comment ça se fait qu'il est là, voilà, ça commence à se préciser, ça commence à se mettre en place. Et puis surtout, la fin annonce vraiment un changement de dynamique pour la suite de la saga. Et voilà, je trouvais que c'était très bien réalisé. En plus, Cassidy parle vraiment comme une petite fille, elle est trop mignonne, franchement elle est trop choupie, et j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une petite fille. Mais c'est marrant parce que à la fois l'écriture dans le... on va dire que l'écriture qui est relatée par le narrateur est pas du tout enfantine. Enfin ça reste du jeunesse, mais c'est pas bébé quoi. Mais quand elle parle, on sent que c'est une petite fille. Et ça, je trouve ça super bien fait. Parce que c'est très dur d'arriver à, voilà, cette espèce d'équilibre entre le fait de montrer que l'enfant est une vraie enfant et en même temps le narrateur qui soit pas trop enfantin. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fait. Et je lirai sûrement le 3e tome à Halloween, hein, parce que les fantômes à Halloween, c'est quand même des saisons, on va dire. Mais donc voilà, c'était vraiment cool. Ensuite, j'ai commencé la saga Shades of Magic, donc c'est sa saga Young Adult, où là on va suivre Kel et Lila, qui sont deux personnages dans un monde où il existe des mondes parallèles, qui sont réunis par le Londres de chacun de leur monde. Et vous avez donc le Londres noir qui n'existe plus car la magie l'a consumé. Vous avez le Londres gris qui est notre monde où la magie n'existe pas. Vous avez le Londres rouge où là c'est harmonie, tout le monde utilise la magie comme il faut, tout est beau, tout est riche, tout est prospère. Et vous avez le Londres blanc qui lui est sanglant et où en fait la magie est source de pouvoir et de meurtre. Donc voilà, vous avez ces 4 mondes et Kel en fait c'est un... Oh, j'ai déjà oublié le terme. Antari. C'est un Antari, ce qui veut dire qu'il peut traverser les différents mondes. Et donc il va traverser les différents mondes. Et en fait il y a une règle, c'est de ne pas emmener d'objets entre les différents mondes. Sauf que lui, sans le faire exprès, il emmène un objet très dangereux dans le Londres gris, donc le Londres où il n'y a pas de magie. Et Lila va lui voler tout simplement. Lila c'est une jeune fille qui est pleine de bagou, de répondants, c'est une petite tête brûlée, elle réfléchit pas trop avant de parler, mais elle est rigolote comme tout. Elle apporte vraiment un aspect comique à cette histoire que je trouve vraiment bienvenue et on a envie de l'apprécier. On a envie que ce soit notre pote en fait, Lila. Elle est vraiment trop bien. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage, je le trouve vraiment intéressant et je pense qu'il peut nous apporter énormément plus au fil des tomes. Il y a un petit truc que je vois se déceler, je pense que c'est assez gros pour que ce soit vrai, mais du coup je pense que la suite va être vraiment très intéressante. On va découvrir un peu plus de Lila, car elle est un peu secrète, enfin on nous l'a présentée, mais on nous l'a présentée un petit peu en surface. Et il y a plein de choses encore à aller creuser au fond.
et je pense que ça va s'accentuer dans les livres prochains. Ce qui est très étonnant, c'est que cette fin n'est pas du tout ouverte. Alors je ne sais pas si c'est un souhait de l'autrice de faire des fins fermées ou si c'est que quand elle a sorti Shades of Magic, elle ne savait pas si elle allait avoir une trilogie ou si les éditeurs voulaient un tome unique. Je sais pas, mais en tout cas la fin est pas du tout ouverte. C'est chacun part de son côté tranquille ou pépère. Ça m'a un petit peu surprise parce que c'est vrai que maintenant la mode est un petit peu au cliffhanger, mais bon. C'était une lecture vraiment sympa. Il y avait des moments un peu terrifiants quand même, qui faisaient un peu froid dans le dos, mais ça reste du young adulte, hein, donc ça va. Mais voilà, franchement c'était une belle lecture, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas ma saga préférée ou mon écrit préféré de Victoria Schwab, mais ça se lit très très bien, ça se lit vite, en plus c'est aéré, c'est humain, c'est... voilà. Et du coup, j'essaierai de lire la suite, de conclure la trilogie, j'aimerais bien la finir cette année. Parce que je commence des séries et je ne les termine jamais. Donc là je me suis dit, je le commence mais je le finirai du coup. Donc attention, je le finirai cette année. Oui oui, vous pouvez venir me voir l'année prochaine si je ne l'ai pas fini et me rappeler ça et vous auriez raison. Et enfin, mon petit coup de cœur de Victoria Schwab, c'est Gallant. Donc moi j'ai la version Waterstones et j'ai également la version Lumen qui est juste pas à côté de moi. Mais ce titre est déjà sorti en français et franchement vous avez déjà dû le voir passer un peu partout parce qu'il a été très plébiscité. Gallant, c'est un conte gothique. Complètement. Et c'est l'histoire d'Olivia qui est une jeune fille qui est muette. Et déjà, on adore le fait qu'il y ait un personnage handicapé. C'est quand même vachement cool. Et en fait, elle est orpheline. Elle n'a pas beaucoup de souvenirs de sa mère, si ce n'est qu'elle était un peu folle et qu'elle l'a abandonnée. Et elle est... Du coup, elle s'est retrouvée dans un orphelinat où elle vivait sa pire vie. Hein. Les gens étaient méchants avec elle. Ils profitaient du fait qu'elle était muette pour pouvoir dire que c'était elle qui avait fait des choses alors qu'elle avait rien fait, mais elle pouvait pas vraiment se défendre. Enfin voilà, ça a vraiment été une vie atroce pour elle. Et elle avait juste un carnet de sa mère avec des dessins et des choses marquées dedans. Notamment le fait de ne jamais aller à Gallant. Et elle sait pas ce que c'est Gallant jusqu'au jour où elle reçoit un écrit de son oncle, enfin le frère de sa mère du coup, qui lui dit qu'il a passé des années à la rechercher et qu'il l'a enfin trouvée et qu'elle doit venir avec lui à Gallant, qui est la résidence familiale. Sauf que Miss Tinguette, elle est un petit peu seule au monde et du coup même si sa maman lui a dit surtout n'y va pas, elle est bien contente d'avoir une famille enfin, donc elle y va. Et là en fait elle savait déjà qu'elle voyait des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, comme des espèces de... Alors ils s'appellent ça des ghouls, mais c'est des espèces d'êtres un peu fantomatiques, qui sont pas vraiment réels mais décharnés, enfin voilà, des trucs un peu sympas, hein, genre comme dans le manoir hanté à Disneyland, vous voyez, des trucs un peu... Et là elle en voit de plus en plus et surtout elle entend des voix et va s'en suivre de nombreuses péripéties, enfin nombreuses, pas tant que ça, car ce livre c'est surtout un roman d'ambiance. Je pense que pour les personnes qui n'aiment pas cette ambiance là, c'est un peu difficile d'aimer ce livre parce que c'est un peu lent, il se passe pas énormément de choses. Très honnêtement, il se passe pas grand chose en fait dans l'intrigue. Elle pourrait être très vite résumée, mais il y a une ambiance nostalgique, macabre, gothique qui est réalisée à la perfection. Franchement, Vivi Schwab, elle a une plume dans ce genre de roman qui est juste tellement belle, tellement lyrique, tellement nostalgique, et c'est vraiment le terme. Je pense que j'adore quand Vivi Schwab écrit sur la nostalgie parce qu'elle le fait divinement bien, et c'est ça que j'avais aimé notamment dans Addie Larue, c'est ce côté un peu retenu par le passé, un peu voilà, toujours un petit peu triste, un peu voilà, c'est ce genre d'état d'âme que je trouve qu'elle relate divinement bien, et c'est ce que j'ai trouvé comme correspondance avec Addie Larue. Alors attention, je préfère La vie invisible d'Addie Larue, hein. Mais Gallant, pour moi, est ce qui se rapproche le plus au niveau de la plume de La vie invisible d'Addie Larue, car elle est vraiment sur de l'ambiance, sur des sentiments, sur du ressenti, alors que sur Cassidy Blake par exemple et Shades of Magic, elle est un peu plus dans de l'écriture traditionnelle avec de l'action, voilà, des personnages
une chute, enfin voilà, c'est la... comment dire, je dirais qu'elle est un peu plus sur la composition traditionnelle d'un roman. Alors qu'avec Galent et La vie invisible d'Eddie Larue, elle est vraiment plus sur des ressentis, sur des sensations, sur l'ambiance, et je trouve qu'elle le fait mais tellement bien. Donc vraiment ça a été un très beau coup de cœur, j'ai adoré ce roman. C'était beau, puis en plus il est très très beau. Je vous l'avais déjà montré, mais il est trop beau. Donc voilà, ça conclut ma semaine Vince Schwab et ça a été le dernier livre que j'ai lu en plus de la semaine et c'est mon préféré sur les 3. Et enfin, je viens vous parler d'un coup de cœur intersidéral alors que le premier tome m'avait laissé un peu pantoise. Il s'agit de la saga de l'Assassin Royal. Alors pourquoi je vous présente les deux livres en même temps? Tout simplement parce que la traduction française a décidé de scinder en deux un seul et même tome. Ce qui fait que le tome 2 et le tome 3 sont en fait un tome unique. Car dans la version originale, la première ère de l'Assassin Royal est une trilogie alors que nous avons 6 livres. Voilà, c'était histoire de pas avoir des trop gros poches, mais du coup, moi je considère que vu que l'auteur l'a écrit en un livre, il faut que je le lise en un livre, parce que sinon ça se lit pas de la même façon. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les avis et il y a beaucoup d'avis sur donc le tome 2, l'Assassin du Roi, qui disent que c'est un livre qui est très long, qui prend trop son temps, où il se passe pas grand chose, mais en même temps c'est normal parce que c'est une moitié de livre. Donc c'est comme dans tous les livres, au début on repose l'ambiance, on repose les problématiques pour qu'à un moment il arrive à un moment de, voilà, de casse et où on arrive sur vraiment toutes les péripéties qui vont découler, voilà, de ce moment particulier. Et bah forcément ça arrive dans les 10 dernières pages parce que ben c'est qu'une moitié livre et c'est là dans le tome 3, la nef du crépuscule, que se concentrent tous les retournements de situation, les actions, les moments où on est surpris, où on n'est pas sûr d'avoir bien lu et on est comme ça genre mais j'ai vraiment... Et bah oui, mais c'est parce qu'en fait c'est un seul et même livre. Donc je suis bien contente de les avoir lus ensemble parce que pour moi une œuvre qui se veut entière se lit dans son entièreté. Voilà. Enfin non, qui se veut entière. Un tome qui a été écrit comme tome unique doit se lire comme tome unique tout simplement. Alors Robin Hobb, l'Assassin Royal, de quoi ça parle à la base? C'est l'histoire de Fitz qui est le bâtard du... ils appellent ça le roi servant, mais en fait c'est le prochain dans la succession en gros, qui s'appelle Chevalerie, et donc c'est son fils bâtard, et en fait quand son existence va être révélée, Chevalerie va abdiquer tout simplement parce que il a honte par rapport à sa femme, et puis surtout on le saura un peu plus tard, mais il veut éviter à son fils en fait certains risques tout simplement. En abdiquant, il rend sa vie un peu plus sûre, même si on lui dit vite au revoir à Chevalerie, malheureusement. Et donc on va suivre au début, dans le premier tome, toute la jeunesse, vraiment la jeunesse, c'est un enfant de Fitz qui arrive au château royal et qui va être employé comme garçon d'écurie et qui va être formé à ce qu'ils appellent l'art, c'est la façon de pouvoir prendre possession de quelqu'un, lui faire faire ce qu'on a envie, ça s'appelle artiser les gens. Mais Fitz il a aussi un autre talent qui s'appelle le vif et c'est le pouvoir de pouvoir communiquer et surtout de pouvoir prendre possession d'un animal. Donc Fitz il a la double casquette en gros. Sauf que le vif en fait c'est pas du tout convenable on va dire. Et il doit se cacher à ce niveau là. Le premier tome pour moi avait été un peu long et je sais pas si c'est parce que je l'avais lu en étant très fatiguée et du coup je sais pas si vous voyez mais niveau confort de lecture on repasse hein. Alors autant les couvertures sont jolies mais par contre voilà. Et ce qui fait que j'avais vraiment eu du mal à rester concentrée et je pense que si je l'avais lu dans un autre contexte, j'aurais plus aimé. Et là, j'ai lu cela déjà en alternance parce que j'ai pris les livres audio pour pouvoir les lire, enfin les écouter, en fait lire, puis quand j'étais dans le métro les écouter, etc. Et j'étais aussi bien moins fatiguée hein, très honnêtement qu'à la période où j'avais lu le premier tome. Et ça a été un coup de cœur, j'ai tellement adoré cette histoire. Parce que là, Fitz il commence à être un peu plus vieux et il est vraiment entraîné dans des complots
et dans des trahisons, dans des... Voilà, c'est un vrai espion, et puis il y a des vraies batailles qui sont vraiment sanglantes. Enfin, ouais, il se passe des choses vraiment plus adultes. Parce que ce qui m'avait un peu rendu perplexe dans le 1, c'est que pendant très longtemps, il y a une écriture très adulte, mais avec un petit garçon, et je sais pas, ça m'avait pas emporté. Mais là, oh là là. Et puis, on s'attend pas à ce qui se passe, c'est tellement imprévisible, et les personnages sont tellement attachants, il y a tellement de profondeur dans les personnages que vraiment, à chaque fois que je finissais un chapitre, je me disais mais heureusement que j'ai continué en fait, parce que je suis quand même attendu plus d'un an et demi presque avant de lire la suite. Heureusement que j'ai continué parce que franchement c'est une pépite cette saga. C'est tout ce qu'on attend d'une fantasy adulte. Il y a de la complexité, il y a des complots, il y a des trahisons, il y a il y a de la magie, des systèmes complexes, il y a des personnages et des relations entre personnages qui sont pas du tout vues et revues, elles sont complexes, elles sont... voilà, c'est un petit bonbon incroyable. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer dessus, pourtant je l'ai adoré, mais vraiment ça a été une lecture incroyable. Et quand je vois la fin, je me dis mais oh, qu'est-ce que ça va être le tome d'après? Enfin les 3 tomes d'après du coup, parce que franchement c'est un peu abusé en plus, parce que ça coûte la peau des... voilà, hein, et genre là, si on les avait réunis, ça aurait fait 800 pages. Mais il y en a plein des romans de 800 pages. Regardez, Brandon Sanderson, ils font 1000 pages. 1000 pages. Enfin bon, bref. Je trouve ça un peu dommage qu'il les ait coupés en 2. Mais, ou en 3 même, parce que le tome 3, il était coupé en 3. Autant vous dire que la première partie doit être un peu longuette. Hein. Donc voilà, j'ai adoré ce 2e et 3e tome qui ne font qu'un. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je pense que si j'avais une saga fantasy à conseiller aux personnes qui sont pas ultra à l'aise avec la fantasy adulte, ce serait après Brandon Sanderson, celle-là, parce que l'écriture est peut-être un petit peu plus exigeante, mais c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant et c'est pas non plus gore. Voilà, c'est pas du tout gore. Hein. Il y a des batailles, mais ça reste vraiment tout public. Donc bah voilà, si vous avez envie de vous lancer dans une très longue saga de fantasy adulte, bah, là ce sera royal, je vous le conseille vraiment. En plus, le narrateur de l'audiobook, je crois que c'est le même qui fait La Roue du Temps. Et je trouve que c'est un très bon narrateur. Voilà, ceci conclut mon bilan du mois d'avril. J'espère que certains titres vous auront plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent en commentaire, s'il y en a que vous avez déjà lu et que vous avez également aimé. Et puis ben on se laisse pour cette fois-ci. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle lecture. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous.